Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast qui donne la parole aux femmes, aux mères, de façon positive et bienveillante. Et oui, on dit d'elles qu'elles sont douces, résilientes, fortes et même puissantes. Mais finalement, que sait-on vraiment de ce qu'il se cache derrière tous ces chemins de vie ? Je suis Lou, la créatrice de ce podcast, et je vous embarque chaque semaine à la découverte d'une de ces trajectoires de mère. Grâce à ces histoires sincères et positives, Super Mama peut donc remplir la plus belle de ses missions, qui est de rassurer, informer et déculpabiliser les futures mamans. J'espère de tout cœur que ces moments de vie immortalisés vous permettront de retrouver espoir et confiance, et qu'ils vous rappelleront surtout que quoi qu'il en soit, nous sommes toutes des super mamas. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Pour Abby, accoucher à la maison n'était pas une option, mais une évidence. Ayant elle-même vu sa mère accoucher à la maison pour son petit frère, et étant baignée dans une famille pour qui l'allaitement non écourté, sa maman a allaité pendant 14 ans, oui, 14 ans, et pour qui l'instruction en famille est la norme, il était évident que de donner naissance dans son salon n'avait pour Abby rien de fou. Alors comment ça se passe vraiment ces accouchements au sein du foyer ? Par quels sentiments et émotions sommes-nous traversés quand on donne vie en toute intimité ? Et puis, comment faire entendre et défendre nos choix auprès d'un public parfois trop peu informé ? C'est justement ce qu'Abby, cette maman ultra renseignée et militante, vient nous expliquer aujourd'hui dans ce récit si riche. Alors merci Abby d'être venue déposer toutes ces informations précieuses au micro de Super Mama pour que les femmes puissent enfin prendre des décisions en toute connaissance de cause. Je vous souhaite une très belle écoute. Coucou Abby, merci beaucoup d'être avec moi. Aujourd'hui, on arrive enfin à se caler, donc ça c'est cool. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, avant de commencer, te présenter rapidement ? Coucou Lou, avec plaisir. Alors moi c'est Abby, je suis maman de 2 enfants nés à la maison et je suis actuellement chez moi à m'occuper de mes loulous et je travaille de temps en temps Ouais, les périodes de vacances comme je suis formatrice. Voilà. ok, génial. T'es formatrice dans le domaine de la maternité ou rien à voir ? Non, pas du tout, rien à voir. En fait, j'ai été animatrice médiatrice pendant près de 10 ans et du coup aujourd'hui je forme dans le milieu de Ok, l'animation. Donc c'est un peu particulier parce que je ne forme, en fait, je ne travaille que pendant les vacances. Voilà, pendant que tout le monde arrête de bosser pour s'occuper de leurs enfants. Moi, je fais c'est l'inverse. ça. Je ne travaille pas pendant les périodes scolaires, mais je travaille pendant les vacances. Donc voilà. Ouais, c'est un petit peu original. Bon, alors tu as 2 enfants. Abby, justement, tu vas nous raconter un petit peu leur naissance. Quel âge ils ont, ces enfants ? Écoute, mon premier a 4 ans et demi. Du coup, lui, il est né à la maison, à Lyon à l'époque, on était là-bas. Et mon Ok, deuxième aura 2 ans et demi au mois d'août, parce qu'il est de février. Donc, il a tout juste 2 ans. Et il est aussi né à la maison, mais pas à Lyon, perdu du côté de la Loire. Donc voilà, alors ça va, pas trop perdu non plus entre Saint-Étienne et Lyon. Donc ça va, ça reste ok. correct. Ok, ça marche. Bon, alors justement, 2 enfants nés à la maison. Quand on décide d'accoucher à la maison, c'est vrai qu'il y a quand même, enfin, c'est une décision qui est quand même lourde de conséquences. Ça vient pas de nulle part. Justement, est-ce que toi, tu peux nous raconter un petit peu, ton enfance, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as été baignée un petit peu dans ce monde-là, de la maternité un petit peu à part? Comment ça s'est passé? Raconte-nous. Ah mais c'est ça, hein. Après, tu vois, pour moi, en fait, moi, ça fait partie de ma normalité d'accoucher à la maison, puisque ma mère a accouché à la maison. Moi, j'ai fait l'école à la maison pendant très longtemps. Et en fait, la majorité du coup des mamans qui faisaient l'instruction en famille, si elles n'avaient pas déjà accouché à domicile, se sont mises à accoucher à domicile au fur et à mesure du temps. Dans le sens, souvent quand on est dans des milieux comme ça, on s'intéresse à beaucoup de choses et on s'informe énormément parce que quand on veut faire l'école à la maison, on est obligé de s'informer sur ses droits, sur comment ça fonctionne, lorsqu'il y a une inspection, qu'est-ce que ça donne. Enfin, les inspecteurs peuvent pas venir et dire OK, alors on va commencer à faire des tests à tout le monde. Ce qui fait qu'en fait, Ouais, ouais. naturellement, euh, les mamans se sont mises à se poser des questions sur plein de choses, dont leur grossesse quand du coup elles attendaient des bébés, sur le maternage proximal, donc le fait de porter en écharpe, d'allaiter leur bébé longtemps et ainsi de suite. Ce qui fait que en fait c'est devenu tout naturellement que beaucoup se sont dit en fait accoucher à domicile, on fait déjà tout à la maison, pourquoi pas. Surtout que d'un point de vue risque, il y en a pas, enfin très très peu. On est quand même sur alors si je reprends les chiffres de la PAD de l'année dernière,
On est à quasiment 1700 accouchements à domicile. Il y en a 1300 qui se sont déroulés complètement à domicile, sachant que sur globalement, j'arrondis un petit peu parce que c'est moins, sur les 400 qui n'ont pas pu avoir lieu à domicile, ça a été soit retransféré pendant la grossesse, soit il y a eu des transferts pendant l'accouchement. Et sur les transferts pendant l'accouchement, c'est de l'ordre de quelque chose comme 150. Donc, c'est D'accord. pas énorme. Et sachant qu'il n'y a pas eu de décès spécifique dû à Mm. l'accouchement à domicile. On a entendu parler d'un fameux décès d'un accouchement à domicile l'année dernière du côté de Fougères, en novembre 2023. C'est une exception. Et aujourd'hui, de ce qu'on en sait, ça n'a rien à voir avec l'accouchement à domicile en lui-même, mais c'est juste que la maman avait une pathologie qui n'a pas été détectée. Mais la majorité du temps, quand ce genre de choses arrive, c'est exactement la même chose. Une maman est décédée en 2020. 2020, 2021, 2021, pardon, elle avait un problème cardiaque qui n'a pas été détecté par l'anesthésiste. Donc en fait, juste, c'est vraiment la faute à pas de chance quand ça arrive. Bien Sinon, dans la sûr. majorité des cas, il n'y a aucun problème. Donc pour moi, en fait, ça n'a jamais été une question de où est-ce que j'accouche. Le jour où je suis tombée enceinte, j'étais en mode bah, j'accouche chez moi, quoi. Enfin, Ah j'étais là ouais, à la donc naissance toi-même, de mon t'es née à la maison. Chez hein. ta... Toi-même, t'es née à la maison. Non, alors moi, Ah, du coup, sur les 5 enfants, parce que nous sommes 5, nous sommes une grande famille, les alors moi, je suis née à l'hôpital parce que mon grand-père est pédiatre, que mes parents étaient en région parisienne, mais je suis pas non plus née dans un hôpital affreux non plus. Je suis née à Colombes, c'est pas le meilleur, ça c'est sûr. L'idéal, ce serait plutôt Nanterre, en toute honnêteté. Mais ouais. bon, je suis née à Colombes, c'était pas forcément un accouchement qui s'est bien passé pour ma mère, ni pour moi. On a été séparés pendant quasiment 3 jours, parce Ah qu'en oui. fait, elle a fait une hémorragie parce qu'ils lui ont fait une expression abdominale. Ils lui ont grimpé sur le ventre. Donc tout ça a fait que bah voilà, on a été séparés pendant 3 jours. Elle a quand même réussi à m'allaiter pendant quasiment 2 ans hein, parce qu'elle m'a allaité jusqu'à la naissance de mon frangin 18 mois plus tard. 18 mois plus Ok. tard, mon premier frère pardon, est né à Logne en maternité. Pour le Mm. troisième, elle était en mode non mais moi je voudrais qu'on me foute la paix en fait pour mes accouchements parce que là premier bon bah première expérience 22 ans bon bah voilà. Pour le deuxième elle allait avoir 24 ans. Elle était en mode oui non mais c'est pareil en fait genre j'étais pas elle m'a toujours dit moi j'ai jamais aimé accoucher à l'hôpital. Pour le troisième elle a été déclenchée 3 semaines avant le terme parce qu'en fait gros bébé effectivement hein, un petit 3,8 kg 3 semaines avant l'arrivée se Pas fait une belle mal. bête Mm. voilà. Et pour numéro 4, en fait, il est plus ou moins né dans le couloir de la maternité en arrivant. Du coup, ma Ah mère a ouais. dit non, mais en fait, c'est bon, moi j'ai toujours voulu accoucher chez moi. J'ai suivi les règles bien gentiment parce que son père lui avait dit que c'était quand même ça qu'il fallait faire parce que bah, pédiatre de Mm. maternité. Hein. Et en fait, elle est tombée sur une sage-femme, mais un vieux rat désagréable possible, qui, quand ma mère lui a dit dans le parking, non mais la tête est là, je sens que ça pousse, la sage-femme a fait, oui non mais ça va madame, hein. Quand même, je connais mon métier. Ma mère lui a répondu, c'est mon quatrième. Elle lui a répondu, c'est mon 800e, je sais où est-ce que j'en suis, vous en êtes. Oh. Peut-être tu dis, mais Mm. t'es con ou quoi? Genre t'es sérieuse? Oui, écoutez les Du coup, elle a femmes. fait, je ne mettrai plus jamais les pieds à l'hôpital. Donc c'est mon dernier frère, numéro 5, qui est né à la maison. J'avais 10 ans, je roupillais dans ma chambre quand il est né. J'ai entendu un bout de bruit, j'ai ouvert l'œil et j'étais en mode non mais ça va. Et j'ai été 1000 fois plus rassurée pour mon dernier frère que ma mère a couché chez moi que pour les autres parce que le fait de partir à l'hôpital, il y avait cette ambiance de mort, de putain, il peut y arriver un truc, quoi. Le danger et tout ça. Puis quand je voyais ma mère qui rentrait, elle était toujours avec une sale gueule pas possible. J'étais en mode, mais sérieux, je sais pas ce qui se passe là-bas, mais ça fait peur. Alors que quand ma mère a accouché à domicile pour mon dernier frangin, mais ça a été ouais, non, mais en fait, ça se passe. Enfin, tout va bien, en fait, pas de stress. Quand je l'ai vue, même pas 1 heure après qu'elle ait accouché, bah, du coup, elle est allée prendre sa douche. Mon père nous a fait descendre, parce que du coup, il y avait mon dernier frangin qui avait tout juste 3 ans et demi avec moi. Les deux autres, ils étaient pas là, ils étaient chez des copains. Ma mère voulait pas qu'ils soient là. Elle en a accepté Ouais, 2 ouais, sur ouais. les 4. C'est déjà pas mal pour la gestion, dans Ouais. l'absolu. Et en fait, j'ai vu ma mère, genre, toute
pimpante. Enfin, clairement, elle avait pas la vieille sale tronche qu'on a quand on sort de l'hôpital. Non, non, là, au contraire, elle était rayonnante, elle pétait le feu, alors que c'est quand même son 5e enfant, hein. Et elle pétait le feu, donc j'étais en mode non, mais ouais, c'est normal. Et derrière, comme après, toutes ses autres copines ont accouché à domicile aussi, que moi j'ai vu Ah quasiment que ouais. ça à partir enfin, sur mon adolescence, du coup, je me suis construit avec cette vision des femmes accouchées à la maison. Pas du tout les femmes accouchent en milieu hospitalier comme on peut connaître quand on est ado, parce que avant ça, on se pose rarement la question. Mais à partir de l'adolescence, que du coup on est actif sexuellement, que du coup on a nos règles et tout ça, c'est quand même des choses qui nous tournent un peu dans la tête, sans forcément penser à un jour nous-mêmes en avoir, mais juste on capte un petit peu ce qui se passe en face. Et en fait, ouais, moi j'ai grandi avec cette vision de les femmes accouchent à domicile, et je vais pas dire que j'avais complètement oublié que les femmes accouchaient à la maternité en majorité en France, mais c'est surtout qu'en fait pour moi c'était plus une évidence, et ça l'était pas vraiment en fait. Ce qui fait que du Ouais, coup, ouais, bien sûr. moi-même, je me suis tournée vers ça automatiquement, directement, quand je suis tombée enceinte. Wow, c'est incroyable, ouais, que ce soit comme ça, un petit peu de mère en fille. Je trouve ça dingue. Alors justement, quand tu es tombée enceinte de ton premier enfant, donc il y a quoi, 5 ans et demi maintenant, donc pour toi, ça a été une évidence. Est-ce que tu as mis des choses particulières en place? Tu étais déjà donc pas mal renseignée, j'ai l'impression, sur le monde de la maternité, mais est-ce que tu as quand même fait des cours de préparation avec une doula, par exemple? Qu'est-ce que tu as mis en place pour préparer le jour J? Alors, en fait, comme j'ai grandi toujours avec des bébés dans les bras, si c'était pas mes frangins, c'était les bébés des copines de ma mère, ou alors les petits frères, petites sœurs de mes copains quand je faisais école à la maison. Donc, j'ai toujours eu des bébés dans les bras. J'ai appris le portage en écharpe. J'avais peut-être 8 ou 9 ans, quelque chose comme ça. Mais je sais que je me suis vraiment mise à porter en écharpe quand j'avais 10 ans. Mon dernier petit frère, c'est moi qui l'ai porté tout le temps. Ouais, j'avais 10 ans et j'ai appris à porter en ventrale et en dorsale un bébé avec une tissée. Aujourd'hui, les gens, quand je leur dis ça, ils me regardent. Oh, mais le truc de ouf! Et je suis en mode, je sais pas, genre, c'était normal. On faisait comme nos Ouais, mères. Nos mères, elles portaient comme ça. Et d'ailleurs, ce que j'ai trouvé génial, c'est que quand je faisais l'école à la maison, on avait un papa, père au foyer, qui du coup portait énormément. Et du coup, c'était ouf, quoi. Parce que c'est même lui qui m'a appris à faire certains trucs en écharpe que les mamans ne savaient pas faire. Et les mamans lui ont appris des trucs de ouf aussi en écharpe. De l'autre côté, ils se sont prêtés dans tous les sens. Après, on n'avait pas les mêmes types d'écharpes qu'aujourd'hui. On était sur du oui. colimaçon et compagnie assez simple. Il y avait quelques extensibles type Didymos. Et en fait, moi, au niveau de la maternité, je me suis jamais posé la question de comment j'allais faire. Pour moi, ça allait être logique parce que ma mère a fait du portage, a fait des couches lavables et a fait l'allaitement. C'était il y a 16 ans. Donc en fait, juste moi, je me pas réfléchi. Et pour tout ce qui est prépa à l'accouchement, pas de doula. Je savais ce que c'était, mais j'en voulais pas. D'accord. Parce que j'en ressentais pas le besoin. Enfin, je connaissais déjà tout. Et en plus, elles font pas de prépa à l'accouchement, elles font de la prépa pas psy, mais plutôt sur de l'émotionnel et ce genre de choses. Elles répondent peut-être à certaines questions en rappelant toujours que le milieu hospitalier, enfin, il faut se tourner vers un médecin quand on parle de médecine. Mais c'est vrai que moi, en fait, j'avais juste ma sage-femme, j'ai fait tous les cours de prépa, et en fait, c'est là où ça m'a vraiment sauté aux yeux, c'est que, en fait, j'en avais pas besoin, je connaissais déjà tout. Je ne saurais dire d'où ça me vient, parce que vraiment, j'ai aucun souvenir d'avoir pris un bouquin sur le sujet, mais je pense que c'est juste avoir suivi les discussions des parents, avoir été, lorsqu'on faisait l'IEF, on faisait beaucoup de pique-niques. Et du coup, des pique-niques où Mhm. les mamans parlent de leur grossesse parce qu'elles sont toutes enceintes de leur troisième, quatrième, cinquième, sixième ou septième enfant. C'était rare, mais il y avait 2 familles qui avaient 6 ou 7 enfants. En fait, juste, c'est des infos où ça rentre et puis ça reste. Enfin, après, moi, je sais qu'à Ouais, ce bien niveau-là, sûr. j'ai comme une sacrée mémoire. Et ce qui fait que, en fait, mes cours de prépa, c'était intéressant, surtout pour mon conjoint, qui lui n'y connaissait rien. Le premier bébé qu'il a pris dans ses bras, c'était le nôtre. Ah, Avant ça, il avait sa nièce, mais sa nièce, elle avait déjà 1 an quand du coup il l'a d'accord. pris dans les bras pour la première fois et qu'il l'a vu pour la première fois. Donc mon conjoint n'avait jamais vu de vrai bébé nourrisson de sa vie. Donc voilà, après il s'était pas mal informé parce que du coup je lui filais des infos un peu random comme ça à droite à gauche qui paraissent des infos de ouf quand on n'est pas quand on n'est pas habitué, mais pour moi c'était juste normal en fait Normal, comme ouais. que j'ai pu vivre dans ma vie. J'étais en mode ouais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, effectivement, à plein Santa, ça ressemble à quoi? Tu vois, un steak tartare, bah voilà, c'est un peu la
Alors, c'est un peu plus compact quand même. C'est un peu en mélange entre du coup le tartare et le steak, le beefsteak. Mais voilà, enfin, c'était des trucs où j'étais en mode, bah, je sais pas, enfin, t'en as jamais vu? Oui, bon, bah, ok, d'accord. J'en avais pas particulièrement vu avant mes accouchements, mais je savais à quoi ça ressemblait parce que j'en avais déjà entendu parler. Enfin, juste tout ça, tout simplement. Ouais, Donc, bah ouais, bien sûr. voilà. Et ouais, non, j'ai pas fait de prépa particulière, juste avec ma sage-femme. Moi, c'est vrai que je me suis rendu compte en regardant les autres parents que en fait, il y avait plein de trucs dans les prépas. C'était un peu, bah, c'était beaucoup de poudre aux yeux. Enfin, dire qu'avec du champ prénatal, avec de l'aptonomie, on va bien accoucher. C'est un peu mensonger parce que c'est pas ça qui va faire que tu vas bien accoucher. Et puis c'est surtout qu'en fait, bah, c'est pour créer du lien, mais le jour J, ça va pas forcément servir à grand chose. Enfin, Ouais, ouais, d'accord. non. Ça te parlait pas forcément, quoi. Ah non, pas du tout. Et puis même aujourd'hui, hein, quand je vois certaines de mes copines qui font «Oh là là, j'ai fait ça comme prépa», et je suis en mode «Tu sais que c'est pas vraiment ça une prépa. Enfin, ça, c'est peut-être préparation dans la grossesse, mais le jour J, c'est pas ça qui va. Enfin, moi, la vision de la prépa que j'ai, c'est les informations sur comment ça se déroule un accouchement, qu'est-ce qui se passe dans ton corps, qu'est-ce qui peut éventuellement se passer d'un point de vue médical si jamais tu dois être transféré d'un AAD, ou si tu es à l'hôpital, qu'est-ce qui va potentiellement pouvoir se passer si t'arrive ça ou ça. Me dire qu'on est allé faire de la danse, je sais pas trop quoi, pour le jour J, je suis un peu en mode, bah, en fait, ce serait plutôt que tu as besoin de reprendre confiance en ton corps, plutôt que Mm. de faire une prépa là-dessus, dans le sens où on t'apprend à danser. Si tu as du mal avec ton corps, il y a peut-être un travail psy à faire à côté. Enfin, du coup, c'est vrai Ouais, ouais, qu'aujourd'hui, je suis un peu plus mitigée sur tous ces trucs-là parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont vendues, parce qu'on trouve de tout maintenant sur Internet, mais il y a pas mal de choses où, en fait, si on prend un petit peu de recul 2 minutes, euh, c'est là pour apporter un confort, mais si la personne ne fait pas le travail psy à côté, bah, le jour J, ça peut bloquer, en fait, au final. ouais, ouais. Je comprends, ouais, bien sûr. Et ton conjoint, lui, comment il a réagi justement? Est-ce que, bon, en te voyant enfin, au courant, à l'aise avec le sujet, je pense que ça l'a rassuré. Mais est-ce que lui, quand même, il te faisait part d'une certaine appréhension ou pas spécialement? Alors en fait, lui, il vient de Martinique et sa grand-mère a eu 5 enfants. Et sur les 5, il y en a 2 qui sont nés sans assistance à la maison Ouais. au milieu d'un cyclone parce qu'il y a Oh. pas mal de tempêtes en Martinique et du coup, il y a 2 fois où c'est arrivé où du coup, elle a accouché toute seule avec son conjoint, peut-être la voisine et sa tante qui était pas loin à la maison parce que voilà, donc ça l'a pas plus perturbé ça, pardon, ça ne l'a pas plus perturbé que ça dans l'absolu parce qu'il savait que ça existait, sa grand-mère l'avait fait. Donc voilà, et son propre père, et alors on n'a pas trop d'infos parce qu'on lui en a pas trop parlé, mais il est né dans les années 40, donc il y a quand même majoritairement de chances qu'il soit né aussi à domicile. Donc c'est vrai que du coup, c'est pas quelque chose qui l'a plus perturbé que ça, surtout que lui, il m'a toujours dit, et il le dit toujours, euh, c'est toi qui vas accoucher, c'est pas moi. Donc en fait, si toi tu te sens bien, si tu te sens en sécurité, si c'est ce qui te convient, moi j'ai rien à dire. En fait, Mm. c'est ton corps. Ce bébé, c'est pas le mien tant qu'il est pas né et que du coup, bah, même d'un point de vue légal, hein, de toute façon. Et c'est vrai que il était très et même pour notre deuxième, il était très en mode bah c'est ton choix, c'est ton truc. Moi, j'ai rien à dire. Je suis juste là pour t'accompagner, en fait, à ce niveau-là. Oh, Je génial. peux pas, Ouais. je pourrais pas faire plus de toute façon. Clairement, il n'allait pas pouvoir prendre ma place. Donc Non, c'est sûr. voilà. Après, moi, de toute façon, je lui aurais pas laissé le choix dans tous les cas, parce que c'était hors de question d'aller à la maternité, hein. Quand j'ai commencé à prendre des informations sur comment ça se passait en maternité, parce que quand je me suis rendu compte que ça choquait, ça perturbait un petit peu les gens quand je disais que j'allais accoucher à domicile, je me suis dit, Oui, bah, voilà. quoi? Et ensuite, après, je me suis dit, bah, ça doit être la maternité, la norme habituelle. Je connaissais pas forcément les chiffres à l'époque parce que je m'étais pas plus renseignée que ça sur le sujet. Quand j'ai appris qu'il y avait moins de 1% des femmes qui accouchaient à domicile, j'ai fait, ah ouais? Il y a si peu de gens que ça? Genre, sérieusement? Ah ouais, c'est Je fou, fais hein. Toi, ta vraiment partie de normalité était complètement autre, en fait, que celle qu'on Ah, peut mais c'est avoir ça, en fait. Moi, je suis en tant que complètement personne. de l'autre côté du spectre par C'est rapport fou. aux gens. Et je me souviens quand même, parce que du coup, j'ai repris l'école quand j'étais en quatrième. En troisième, on n'a pas particulièrement parlé
de ce genre de choses, mais en seconde, j'étais en seconde ASSP à l'époque. Donc accompagnement, soins et services à la personne. J'ai vraiment Mhm. détesté tout le côté hyper médicalisé du truc, alors que du coup, enfin bref. Et en fait, pendant les cours où on parlait de la maternité et tout ça, moi je comprenais pas. J'étais en mode, mais ils ont quoi, ces bébés? Ils sont malades? Enfin, ces mamans, elles sont malades. Pourquoi est-ce qu'elles sont en maternité? Et en fait, quand du coup, je Ah parlais ouais. d'accouchement à domicile, alors j'avais eu une prof qui avait été vraiment super sur le sujet et qui était en mode très ouverte, alors que les autres étaient en mode oui, mais c'est pas la normalité et tout ça. J'étais bah pourquoi en fait? Pourquoi ce serait pas la normalité? Enfin, pourquoi est-ce qu'on va à l'hôpital? C'est quand on est malade en fait. Pourquoi est-ce qu'on irait à l'hôpital si on va pas bien? Enfin, surtout que la sage-femme, c'est pas genre elle se pointe la fleur au fusil le jour J, elle connaît rien et elle est en mode ah bonjour, je me suis levée un matin et hop là, ça y est, je suis devenue sage-femme à AD. Non, ça fonctionne pas comme ça. Elles ont des études, elles font Ouais. des formations. Enfin, en plus aujourd'hui avec la PAD, il y a quand même pas mal de choses qui sont proposées. Donc quand même. Il y a plus de 10 ans, donc la PAD n'existait pas à l'époque. Et en fait, j'étais vraiment un peu sur le cul de me dire comment ça se fait qu'il y a aussi peu de personnes qui sont au courant que juste ça existe. Oui, Et du coup, oui. en fait, d'un point de vue, mon côté militant, il est déjà né à cette époque-là parce que j'avais cette volonté de bah, en fait, dès que je voyais une femme enceinte, enfin, c'est pas dès que je voyais une femme enceinte, mais dès que je parlais du sujet avec une femme qui était enceinte, je lui demandais ah bah du coup t'as accouché à domicile? Et elle me regardait toujours en mode quoi? Et là je fais bah ouais. Et donc en fait là je donne des informations. Donc j'ai commencé, j'avais 10 ans hein, le militantisme Ah vis-à-vis de ça. ouais. Et le militantisme, non pas de dire il faut que tout le monde le fasse, mais plutôt bah en fait ça existe et Oui, clairement bien c'est pas sûr. dangereux. Enfin, qu'est-ce que vous prenez la tête, aller prendre une voiture, faire 45 minutes de bagnole pour aller dans une maternité où en plus de ça, il y a une chance sur deux qu'on tombe sur une équipe pas très sympa, ou alors qu'on Mhm. vous écoute pas trop, enfin, ou alors que vous ayez une cadre qui soit en mode oui alors c'est bon là on en a un peu trop donc on passe en césarienne parce que c'est quand même plus simple. Hein. Et ça c'est des témoignages de aussi bah, mon grand-père qui bossait en maternité, qui n'a jamais soutenu l'accouchement à domicile, il faut savoir. Et, D'accord. euh, et en fait, moi, j'ai vu l'intérieur de comment ça se passe là-bas. Et quand on est un minimum informé, c'est terrifiant. Vraiment, c'est terrifiant de voir comment ça se passe. Et j'ai fait jamais j'y mettrai les pieds. Que Dieu m'en préserve. Pitié. Ah ouais, 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 c'est fou, hein, c'est dingue. Bon, et toi, tu avais prévu d'accoucher donc avec une sage-femme AAD, c'est ça, accouchement à domicile, enfin spécialisée Accouchement là-dedans, accompagné. accompagnée, ah d'accord. Ouais. Sage-femme que tu as trouvée facilement, parce qu'il n'y en a pas non plus énormément en France. Alors, j'avais la chance d'être à Lyon, où à Lyon, à l'époque, il y en avait une et elle était à genre 400 mètres de chez moi. Ah, Alors coup de moi, je ne bol. savais pas, en fait, je suis allée voir la première sage-femme libérale du corps en disant bonjour, voilà, je suis enceinte, je voudrais accoucher à domicile. Elle m'a regardé, elle fait pardon, et je fais pas ça, moi. Et j'étais en mode ah. Et en fait, en farfouillant un petit peu, en tapant des petits mots-clés à droite à gauche, je suis tombée dessus. Parce qu'à l'époque, là, encore une fois, la PAD n'existait pas. Du coup, bah, Ok. la PAD, La on ne PAD, sait pas. c'est quoi? C'est une L'asso- association? C'est l'association Ouais, professionnelle de l'accouchement accompagné à domicile. d'accord. Voilà, où du coup, ça référence toutes les sages-femmes, gynéco-obstétriciens qui font de l'accouchement à domicile en France. Ok. Actuellement, ils ont une liste de 112 sages-femmes qui sont référencées. On Mhm. estime qu'il y en a plus ou moins 200 en France qui le font parce qu'il y en a qui veulent pas être référencées pour être tranquilles parce qu'elles veulent pas avoir trop de demandes non plus. Donc, Ok. voilà, puis il y en a qui n'ont pas envie de faire ça tout le temps, en fait, qui veulent faire ça de manière très occasionnelle. Donc, Mhm. donc voilà, et j'en avais une donc à 400 mètres de chez moi, qui était suspendue par l'ordre sur mon terme. Donc elle m'a reçue pour me D'accord. rencontrer et en fait, là où la vie est bien faite et coup de bol sur coup de bol, c'est que il y en avait une autre qui venait s'installer en région lyonnaise, qui du Mhm. coup reprenait la patientèle de cette sage-femme-là, comme du coup cette sage-femme bah, venait d'être suspendue. Et ce qui fait que bah, du coup, c'est elle qui m'a pris. Donc j'ai dit ok, vas-y, banco, ça s'est super bien passé, c'était génial. Et donc du coup, ouais, j'ai pas galéré pour mon premier. Pour mon deuxième, c'est pareil parce que entre temps, il y a une autre sage-femme qui s'est installée avec elle, donc ça nous faisait un binôme. Donc pour mon premier, j'ai Génial. accouché avec elle. Pour mon deuxième, j'ai accouché avec son binôme. Il n'y a pas Ok. de troisième début, donc la question se pose pas. Et du coup, voilà, c'est vrai que j'étais assez tranquille de ce côté-là. Et en même temps, le petit stress, c'est quand même ma sage-femme partait en vacances le 26 et mon terme était le 27. Donc je Ok. m'étais dit, si le 25, je n'ai pas accouché, je prends ma voiture, je pars à Grenoble
parce que là, il y a la sage-femme qui était là à la naissance de mon frangin. D'accord. Une très bonne copine de ma mère à la base. Aujourd'hui, bah, du coup, comme je suis dans le milieu du militantisme, je la côtoie régulièrement et du coup, c'est aussi une amie. Et qui était prête à m'accueillir dans sa chambre d'amis, quoi. Pour que je Ah puisse accoucher ouais. d'elle. Donc j'avais des solutions de repli. Je m'étais pas posé la question pour un ANA, donc un accouchement non assisté d'un point de vue médical, parce que simplement, non pas que je savais pas que ça n'existait pas, mais juste parce que parce que je connais des sages-femmes, donc autant en profiter. Enfin, à ce niveau-là, voilà. Après, si c'était arrivé, bah, je pense que je me serais dit, bon, bah, c'est que c'est comme ça. Vraiment pas stressée sur ce sujet-là. Vraiment pas du tout. Ouais, t'as l'air hyper sereine, quoi, hyper confiante, c'est incroyable. Bah, parce que aussi, enfin, moi, j'ai rien à déconstruire parce que tout a été construit dans le sens de la physio, en fait. Mais c'est Tout à sûr fait. que pour des femmes qui, je me rends compte dans mes copines autour de moi, qui soit commencent à avoir des bébés, soit ont déjà eu des enfants, quand on en parle, elles sont en mode, mais moi, je serais terrifiée. Mais terrifiée de quoi, en fait? Mais l'hémorragie de quoi? En fait, sur quoi on se base? Si on se base sur les chiffres européens, c'est problématique parce que c'est l'équivalent d'un don du sang. Ils estiment qu'une hémorragie, c'est 500 millilitres. 500 millilitres, c'est un don du sang. Donc c'est quand même problématique, sachant que quand on sait que le volume sanguin de la femme, il augmente pendant la grossesse, bah c'est normal en fait de perdre du sang le jour de l'accouchement. Enfin, il n'y a rien Ouais. de très problématique là-dessus. Faut que le corps revienne à ses taux de base. Mhm. Et si on se tourne vers les chiffres américains qui sont quand même plus proches de la réalité et plus justes, ils estiment qu'une hémorragie, c'est à partir de 1 litre. Ah oui, d'accord. Donc en fait, il y a aussi le point de vue et l'angle dont on regarde les choses. Ouais, Enfin, ouais. dire oui, mais le cordon autour du cou, bah ça tombe bien, il y a 75% des bébés qui naissent avec un cordon autour du cou et c'est pas pour autant qu'ils en meurent. Enfin, c'est pas un problème le cordon autour du cou. La problématique, c'est si ça fait une vraie circulaire et que du coup ça bloque le flux sanguin, ou là c'est un problème. Mais sinon, si le cordon bat, il n'y a pas de problème, quoi. Enfin, à ce niveau-là. Et il y a plein de choses comme ça, en fait, que bah, la question s'est jamais posée. Enfin, je me suis jamais posé la question dans le sens, bah, je connaissais les trucs et quand on en parlait, j'étais, bah, en fait, il y a ça. Et ce, avant même de m'informer, comme je suis informée aujourd'hui, où du coup, je suis vraiment allée encore plus creuser le sujet, parce que, bah, quand on fait partie d'une association militante, c'est important de se renseigner sur le sujet. Mais c'est vrai que j'étais vraiment en mode, bah, des fois, vous prenez peut-être un peu beaucoup la tête pour des trucs qui n'ont pas lieu forcément d'être. Ouais, en fait, c'est Donc voilà, souvent la c'était. peur qui régit un petit peu nos actes et ce qu'on va faire, mais on n'est pas forcément informé aussi, je pense, sur ces sujets-là, et du coup, on se laisse complètement guider par les pros de santé, quoi. Ah ben complètement. Et le problème, c'est que la manière dont les pros de santé infantilisent les femmes, même s'ils sont ils veulent faire part de toute la bienveillance et la bonne volonté du monde, à partir du moment où on vous dit, Madame, ne vous inquiétez pas, on gère, c'est de l'infantilisation. C'est important de dire, bah Madame, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'il faudrait que l'on fasse, et la mère prend ses décisions en conséquence. Et voilà, enfin, pourquoi vouloir prendre les décisions sans en informer la personne? Enfin, moi, je trouve ça dangereux, en fait, parce que, bah, déjà pour eux-mêmes, parce que ça veut dire qu'ils respectent pas la loi. Donc derrière, si les parents sont au courant et que le personnel de santé ne respecte pas la loi, ah, j'aimerais pas être à sa place le jour du procès où du coup il va devoir justifier le pourquoi il a pas demandé l'avis. Enfin, c'est bête, mais ce genre de choses, c'est important d'en être conscient. Et le problème, c'est qu'il y a plein de femmes qui sont pas conscientes de ça parce que bah, il y a beaucoup d'infantilisation dans le monde de la maternité et c'est catastrophique. Du coup, toi, est-ce que ton fils, du coup, il est arrivé un petit peu avant pour que tu puisses accoucher avec la première sage-femme, celle qui était prévue d'être présente? Ouais, 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 ouais. Du coup, Ouais. j'ai accouché le 23. Ouais, le 23 octobre. Moi, j'ai fait une semaine de pré-travail avant. J'en avais marre toutes les nuits. C'était chiant à mourir. Et Ouais. ouais, j'ai accouché le 23 du coup. Et pour mon deuxième, bah, je sais plus c'était quoi mon terme. Peut-être le 17. Ouais, quelque chose comme ça. Et j'ai accouché le 10. Je sais plus. Ok. Un petit peu Bon, avant, après, ouais. c'est vraiment les dates, tout le monde dit, oui, la date prévue d'accouchement. Non, 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 faut arrêter. C'est la date possible d'accouchement. C'est en théorie, c'est par là. Mais on ne sait pas dans la réalité. Il faut arrêter avec ce truc de c'est prévu à cette date-là. Oui, bon.
il y a quand même très peu de femmes qui accouchent le jour du terme, hein, pile poil. Ouais, je crois que c'est 4% des femmes, il me semble, qui accouchent vraiment à la date prévue, quoi. C'est ça, il y a moins de 10% des femmes qui accouchent. Si on te dit le 21, tu accoucheras le 21. Non, non, en majorité. Ouais. Je crois qu'il y a quand même. On est plus sur du 40 que sur du 41 d'ailleurs. D'accord. Le dépassement de terme, c'est quand même relativement. Je crois que ça concerne quelque chose comme 20%, même pas 20%, quelque chose comme ça. Je sais D'accord. plus, j'avoue Ouais. que ces chiffres-là, je les ai plus forcément en tête. Ouais, je comprends. Et alors, est-ce que tu avais prévu d'accoucher dans l'eau ou pas forcément? Alors ça, c'est vraiment la question que tout le monde pose de si t'as accouché à la maison, forcément t'accouches dans l'eau. Non, Dans la faut baignoire. Bah atteindre un ouais. truc, faut sortir de la tête. On est quand même pas des poissons non plus à un moment donné. L'eau, ça va soulager la douleur des contractions, mais c'est pas forcément pour ça que les femmes vont accoucher dans l'eau. Moi, Ouais, j'adore c'est vrai l'eau, qu'on j'ai associe grandi les deux, avec hein. Belette. Ah non, mais ça, c'est un Mhm. cliché, un gros cliché de forcément t'accoucher à la maison, t'accouches dans l'eau. C'est incroyable. On me le Direct. sort à Ouais. chaque fois. Moi, j'ai grandi avec Belette, donc en Savoie. S'il vous plaît, n'allez pas pourrir notre lac, il est beau et il y a déjà assez de Lyonnais creux de bois. S'il vous plaît, il y a des papiers partout, c'est l'enfer l'été. S'il vous plaît, n'y allez pas. Ouais, petit message de prévention pour les touristes. Et en fait, moi, j'ai passé ma vie à être dans l'eau. Enfin, c'est un lac à 27 degrés l'été, donc autant dire que moi, j'y étais du 15 avril jusqu'au 30 octobre. Par contre, pour mes accouchements, non, pas du tout. La douche m'a soulagée pour mon premier. Pour mon deuxième, j'ai pris un bain parce qu'effectivement, alors j'ai très bien géré les contractions dans le dos pour mon premier, dans les reins, les fameuses, là où Ouais. tout le monde dit c'est affreux. Et ben, je les ai trouvées quand même moins chiantes à gérer que les contractions au niveau plutôt ventral, plutôt sur l'avant, pour mon deuxième. Pour mon deuxième, vraiment, j'ai tellement galéré, j'étais vraiment pas bien pour la gestion des contractions, j'étais très inconfortable en fait. Autant pour mon premier, ça me gênait, mais ça allait. Autant pour mon deuxième, j'étais inconfortable. Et là, par contre, ouais, la baignoire et l'eau m'a soulagée, mais par contre, j'ai pas accouché dedans. Non, non. Au moment Ouais. de la phase de désespérance, avec le pic d'adrénaline, j'ai eu froid, j'ai fait je sors. Et pour l'anecdote, d'ailleurs, j'ai failli me casser la binette en sortant de ma baignoire parce qu'en gros, mon conjoint est très très grand. La salle de bain n'était pas très grande. Donc, je m'appuie sur lui pour sortir et en fait, j'ai eu une contraction et une envie de pousser en même temps. Ce qui fait Mhm. que du coup, j'ai mes jambes qui ont fait ciao. J'ai commencé à me casser la figure et j'ai ma sage-femme qui était en train de me sécher. Et heureusement que du coup, lui, il s'est rattrapé à l'angle de la porte parce que sinon, les trois, on finissait par terre. Ah Alors, ouais, la galère. c'est drôle, c'est juste une anecdote. Il faut la prendre avec le sourire parce qu'il n'y avait rien de dangereux ou quoi que ce soit, hein. Au pire, on aurait fini à quatre pattes. Mais ouais, c'était quand même quelque chose de sortir de cette baignoire. À la réflexion, peut-être que je serais sortie avant quand même, pour éviter de me taper des poussées où j'avais littéralement peut-être 1 mètre à traverser pour pouvoir aller à mon lit où c'est 1 mètre, j'ai cru que j'allais jamais y arriver parce que j'avais des poussées en même temps que je marchais. J'étais en mode, ça va être chiant là par contre, hein. Vraiment, ça va pas être pratique du tout. Alors que tu vois, pour mon premier, j'ai pris un peu la douche avant que mon conjoint aille se coucher parce qu'il était éclaté le pauvre. Je me suis mise sur mon ballon et en fait, je me suis réveillée de mes hormones au moment de la désespérance et j'ai fait une sacrée désespérance, n'empêche. Elle a duré longtemps. Presque 1 heure, hein, le temps que ma sage-femme arrive, parce que du coup, mon conjoint l'a appelé. Ah Ouais, c'est pas ouais. courant. En général, ça dure moins, hein, c'est entre 15 et 30 minutes, les désespérances. Là, vraiment, elle a duré longtemps. Pour mon premier, je j'ai pas d'explication du pourquoi, du comment, hein, ça s'explique pas forcément. Donc là, Mais quand ma sage c'est une arrive, phase où tu t'en peux plus, tu supportes plus la douleur, c'est ça? ouais, en gros, c'est quand tu as un pic d'adrénaline qui te réveille et en fait, c'est le moment où les mamans, elles craquent pour la péridurale. En Ouais. général, c'est parce que c'est le moment où du coup, tu réalises que tu es en train d'accoucher et que c'est un peu violent quand même. Et ouais. Putain, ça douille quoi. Avant ça, si du coup tu t'es laissé emporter par tes hormones, qu'on te fout la paix, tout ça, ça va, t'es relativement défoncé. Ce qui fait Mhm. que tu captes un petit peu moins ce qui se passe et c'est plus doux. Par contre, ouais, la désespérance, ça pique un peu. Et après, bah, comme tu vas passer soit sur une phase de latence où il se passe plus rien, et c'est ce qui s'est passé pour moi, pour mon premier, phase de latence, où du coup j'ai eu du répit. Et D'accord. ensuite, c'est passé en phase de poussée.
soit bah, du coup, Ah, comme pour mon deuxième, tu te tapes ta désespérance et t'as pas le temps de sortir de ta baignoire que du coup, t'es en train de celui qui a pousser. la poussée. Ouais, ouais, ouais. Donc oui, il y a quand même deux accouchements différents. C'est Le ça. deuxième a été plus rapide. Oui, un peu plus rapide. Pour mon premier, vraiment les contractions où j'étais pas juste en pré-travail, mais vraiment au travail actif, où vraiment j'étais. Oh là là, la gestion des contractions était compliquée. Enfin, était compliquée. Gros lâcher prise. Hein. De toute façon, j'ai pas le choix, faut que j'y passe. Hein. Il faut bien qu'il Ouais. donc, ça a commencé, je sais pas, vers 21h30, 22h. J'ai accouché le lendemain, je crois que c'est quelque chose comme 7h45. Ah oui, d'accord, ouais. Euh, donc, bah, j'ai été en travail de toute la nuit. Et entre minuit et 4h du matin, je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Donc là, je sais que j'étais complètement défoncée aux hormones. Parce qu'en fait, j'ai vu l'heure sur mon téléphone à minuit, je me suis mise sur mon ballon, mon conjoint ronflait. Et en fait, j'ai réouvert les yeux, entre guillemets. Il était 4h du matin. Et quand je les ai réouverts, j'ai chopé mon conjoint par le col, vraiment par le callback. Tiens par là. Je l'ai levé 95 kilos du canapé en disant ah, j'en ai marre, ça suffit, stop. Et lui, il a été un peu perdu, le pauvre. Il n'avait déjà pas beaucoup dormi les nuits précédentes. Là, il était en mode qu'est-ce qui se passe 4h du matin. Ouais. J'ai appelé la sage-femme, il était 5h. Elle est arrivée à 6h et à 7h45, j'accouchais. Et Ah ouais. de 6h à 7h, Ouais, de 6 à 7 qu'elle arrive, je désespérais, j'en peux plus et tout ça. Elle est arrivée, je me suis allongée, j'ai eu une phase de latence, une petite phase de latence, pas très longue, mais peut-être 20 minutes, quelque chose comme ça. Je sais plus, il aurait fait, ah bah j'ai mes comptes rendus d'accouchement, donc j'aurais pu lire mes comptes rendus d'accouchement pour te le dire. Et puis après, bah, je crois que j'ai fait quelque chose comme une demi-heure de poussée, un truc comme ça. Mais c'est pas une Ok. demi-heure où tu pousses en continu, hein. T'as des pauses et moi je m'endormais entre mes pauses en fait. Ah Ouais, ouais. j'ai dormi entre mes poussées. Genre j'avais fait un gros tas de fringues, de couvertures, de coussins. J'ai tout pourri. Hein. Derrière, on a passé 10 jours à tout laver, mais c'est pas grave. Et en fait, je m'éclatais dessus, je dormais, Ok. et quand une nouvelle poussée arrivait, et ben c'est comme si je me réveillais et j'étais en mode ah, c'est le moment. Et j'ai tourné comme ça pendant quasiment 45 minutes. Et ouais, c'est une demi-heure, 45 minutes. Et puis bah, après, derrière, tranquillou, mon bébé est né. J'ai fait ma délivrance sans problème et puis voilà. Donc ouais, j'ai accouché comme ça de mon premier. Pour mon deuxième, donc attends, ça fait quoi? Ça va faire 22h, 7h45. Ça fait 9h30, 9h45, un peu moins, environ 9 heures de Ouais. travail. Ouais, ouais, Et d'accord. deuxième, bah, j'ai vraiment commencé à me jeter par terre pendant mes contractions parce que j'arrivais plus à tenir debout. Il était 21h. Et j'ai accouché à 5h du matin. 5h, Ok. 5h30. Donc Ouais, voilà. un petit peu plus rapide, ouais. Ouais. Après, je me suis quand même coltiné 3 semaines de pré-travail avant. Ah, donc de contraction, de... Ouais. Ouais, ok. Et j'ai accouché à tout de suite, à tout juste 39. J'étais genre D'accord, à ok. 9 plus 1 ou plus 2, quelque chose comme ça. Je sais pas, j'avoue que je regarde pas les DPA. Pour moi, c'est un peu du oui, bon. C'est un Ouais. mec random, enfin un mec. Un monsieur médecin qui a décidé de faire une moyenne sur environ 1000 femmes et qui a estimé que du coup, la date, ce serait plus ou moins 41. Voilà, ça Ouais, c'est le bien discours sûr. officiel. Officieusement, j'ai un peu l'impression que c'est une grosse moyenne et bon, vas-y, on fait comme ça et ça nous va bien. Ouais, 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 d'accord. Et est-ce que pour ton deuxième accouchement, tu as souhaité que ton premier fils soit présent? Est-ce que... Comment tu as géré le truc? Moi, j'aime pas accoucher avec des gens autour de moi. Ça veut dire que D'accord. mon homme et ma sage-femme, ça me va très bien. Ouais. Parce qu'ils sont dans un coin, ils savent qu'ils me touchent pas et ils se taisent. Donc pour le deuxième, on a appelé mes parents à minuit parce qu'à 21h, j'étais ouais, non, mais ça va être cette nuit, je pense, sans trop de doute.
On les a appelés, non, il devait être 23h, ils l'ont récupéré à minuit, et à 1h du matin, on a appelé la sage-femme qui est arrivée à 2h. Ok, d'accord. Voilà. Et t'as Euh, couché à 5, ouais. c'est ça. Ou peut-être un peu avant. Non, c'est ça, j'ai dû accoucher vers 5h du matin. Je sais plus. Je suis pas sûre que c'est une grande importance dans l'absolu. Mais Ouais, ouais, voilà. ouais. Ok. Et les sages-femmes, enfin, donc les deux qui ont été présentes pour chacun de tes accouchements, quel rôle elles ont tenu? Est-ce qu'elles étaient vraiment proches de toi? Est-ce qu'au contraire, elles sont restées plutôt discrètes dans un coin de la pièce? Est-ce que ça t'a aidé qu'elles soient présentes? Comment ça se passait là, cette relation entre vous et même aussi avec ton conjoint? Alors, en fait, les sages-femmes, elles s'adaptent au couple. Elles s'adaptent Mm. à la maman, elles s'adaptent à ce qui se passe. Elles ont l'habitude, hein, clairement, Ah au ouais. bout d'un moment, voilà. Et du coup, pour mon premier, ma sage-femme est venue, elle m'a un peu massée et tout ça, sauf que je l'ai vite dégagée parce que je supportais pas ça. Et Mm. du coup, elle s'est vraiment positionnée juste en observation. Et j'avais Ok. prévenu ma deuxième sage-femme, ce sont elles en ont parlé entre elles, qu'elles n'aillent pas me dire le contraire, je le sais. Quand on est en travail en binôme, on parle forcément des patientes. Et de toute façon, je leur avais dit pour le deuxième, je suis en mode vraiment, enfin, il n'y a pas besoin de me toucher. Si je le demande pas, le faites pas. Vraiment, ne prenez pas cette initiative parce que c'est plus désagréable pour moi que ça ne me soulage. Mhm. Donc voilà, et là où en fait vraiment pour moi mes sages-femmes ont été un soutien, c'est parce que elles savaient prendre leur place et je savais que si j'avais besoin de quoi que ce soit, un regard et c'était ok. Ah ouais. Donc voilà, et moi j'avais juste besoin de présence d'une femme auprès de moi. Je voulais pas que ce soit ma mère, je voulais pas que ce soit une amie, je voulais pas que ce soit qui que ce soit d'autre que bah, mes sages-femmes avec qui j'ai tissé un lien spécifique. Parce que du coup, c'est des gars, c'est vraiment des gardiennes au niveau de la naissance qui sont là pour garder la sécurité, le cadre, le calme et la confiance. Et j'avais pas envie qu'elles interviennent de quelque manière que ce soit. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. C'était très très bien. Bon, bah, génial, hein? Et est-ce que tu avais souhaité savoir le sexe de tes deux enfants ou au contraire, c'était la surprise? Absolument pas. Non. Je Moi, me j'attends des doute. bébés. J'attends pas un petit garçon, j'attends pas une Ouais, petite fille, j'attends un bébé, j'attends un être humain. Et puis, on verra bien ce qu'on gagne à la naissance parce que de toute façon, on choisit pas. Enfin, moi, je comprends pas. Enfin, c'est vraiment très personnel, mais je comprends pas l'intérêt de savoir, à part se projeter et projeter des choses sur un enfant qui n'a rien demandé. mm, J'ai pas l'impression que ça ait vraiment un intérêt à part. Bah, si c'est une fille, on fait la chambre en rose, et si c'est un garçon, on fait la chambre en ouais, bleu. Voilà, moi vraiment à ce niveau-là, puis c'est vrai qu'avec mon conjoint, au niveau de tout ce qui est notion de genre et autres, on s'est beaucoup informé sur le sujet parce que moi, j'avais pas envie que mes enfants grandissent avec ce truc de si c'est un petit garçon, il faut faire du bleu, jouer à la bataille et tout ça. bien Et sûr. au contraire, si c'est une petite fille, il faut lui faire des poupées et tout ça. Non, pas du tout. Et mon conjoint, c'est pareil, il est pas du tout dans cette optique-là. Donc, on s'est dit, bah, en fait, on va choisir des prénoms qui nous plaisent pour un petit garçon, pour une petite fille, et puis on verra. On verra à la naissance ce que ça donnera et peut-être que ce sera. Alors, il y avait assez peu de chances que ce soit un petit garçon qui s'appelle Léa, mais en tout cas, voilà, nous, on avait envie de choisir pour les deux et on verrait bien à l'arrivée. Mais on nous a mis la pression un petit Ouais. peu. Il y a beaucoup de gens qui étaient là et j'ai trouvé ça mais tellement déplacé. Vraiment, c'est une question que je me permets jamais de poser puisque bah, mes parents, c'est pareil, ils ont jamais demandé à savoir ce que c'était. Je sais pas du côté de mon conjoint s'ils avaient demandé ou s'ils n'avaient pas demandé, mais dans tous les cas, lui, enfin, ça l'intéressait pas de savoir non plus. Et j'ai vraiment trouvé ça extrêmement déplacé. Alors, c'est une petite fille ou c'est un petit garçon? C'est un bébé, c'est un être humain. Enfin, qu'est-ce qu'on en a à faire de ce qu'il a entre les jambes? Enfin, sérieusement, ça va changer un Ouais. regard quand il va arriver. Après, il y a des gens qui veulent savoir pour des raisons qui les regardent, et très bien. Mais pour moi, c'était hors de question de le savoir. Ouais, c'est rigolo. Nous non plus, on n'a pas voulu savoir si c'était une fille ou un garçon. Et les gens, quand on leur disait tout simplement, mais on avait l'impression, limite, qu'on les trahissait. Enfin, Ouais, c'est les gens le ça. prennent très très mal. Alors que bon, dans l'absolu, on s'en fout. Ça les concerne même pas, quoi. Bah Et oui, c'est ça. ils n'en revenaient pas qu'on puisse décider de ne pas savoir. C'était assez rigolo. Enfin, rigolo, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était étonnant, quoi. Ouais, ouais, mais moi, j'ai du mal à comprendre
pourquoi les gens ils vont autant dans l'intimité? Enfin, qu'est-ce que ça vous regarde en fait? Tu veux savoir comment on couche ensemble aussi? Non, mais en fait, à un moment Ouais, donné, non, mais c'est ça, ouais, tu verras. c'est Enfin, dingue. surtout quand c'est des gens qui sont pas forcément proches. Alors, nous, nos parents nous ont jamais demandé. Ok. Mais moi, j'ai des copines qui ne voulaient pas savoir. Et ils ont la famille qui était quand même, c'est important, on est les grands-parents, faut qu'on sache. Oui, Mais non, en fait, enfin. Et c'est pas parce que tu es les grands-parents. Alors, dans l'absolu, j'ai une copine qui nous l'a dit qu'à sa famille. Ils nous l'ont dit qu'à leur d'accord. famille, ce que c'était. Ils gardaient le secret grands-parents-parents. Mais Mhm. c'était un choix familial, ça, ok. Mais c'est quoi l'intérêt d'aller dire à quelqu'un, non, mais moi, je veux savoir. Bah, tu le sauras le jour J. C'est comme Exactement. le prénom. Nous, on n'a jamais partagé Ouais. sur les prénoms. Enfin, les prénoms de nos enfants, on les a gardés pour nous jusqu'au bout. Pareil, hein, dans ma famille, ça n'a pas perturbé plus que ça parce que c'était. Non, je crois que mes. Non, alors, parce qu'on était les enfants, nos parents nous disaient, nous D'accord. partageaient la liste de prénoms. Mais par contre, les personnes extérieures n'avaient pas besoin de savoir la liste des prénoms bébés prévus. Et ouais, là, nous, on l'a gardé pour nous et on a dit, bah, vous verrez le jour J et puis c'est tout, quoi. Et ça a Et été ouais. très bien respecté, encore une fois, par nos familles. Par contre, les amis, c'était plus compliqué. Surtout que nous, on était jeunes, on avait 21 ans. Mhm. Les copains, c'était que des étudiants qui n'y connaissaient que dalle. Et du coup, ils étaient tous en mode, ah là là, mais pourtant, moi, j'aimerais bien savoir. Moi, j'ai su pour ma petite sœur. Ouais, mais mon gars, c'était ta petite sœur. Enfin, rien à voir. Là, tu parles de mon bébé à moi, là. Je suis pas partie de ta famille. On est amis, mais c'est tout. On se calme. Ouais, Donc, ouais, ouais, ouais. ma foi, c'est comme ça, hein. Ouais, non, mais je comprends totalement. Et alors, pour l'allaitement, j'imagine que tu as voulu allaiter tes deux enfants. Est-ce que ça s'est mis en place facilement? Combien de temps tu les as allaités? Raconte-nous. Ah, mais c'est même pas je voulais, c'est j'ai allaité. J'ai allaité Ouais. mes gamins parce que, bah, pourquoi aller nous prendre la tête? Vraiment, j'ai gardé des enfants pendant un temps. J'étais auxiliaire parentale. Donc, du coup, je m'occupais des enfants chez eux, les fameuses nounous, là. Puis Mhm. comment j'ai détesté faire des biberons, c'est super chiant, là. Il faut faire chauffer l'eau, le truc. Eh non, mais sérieusement, il y a plus simple hein, dans la vie. Tu sors ton sein et terminé, hein. Alors quand l'enfant est gardé, j'entends que c'est plus compliqué et tout ça, faut tirer son lait et tout. Mais pour moi, c'était pareil, c'était même pas envisageable de filer de la poudre à mon bébé. Enfin, surtout que, ben, en fait, ma mère a allaité ses 5 enfants. Je savais que je pouvais me tourner vers la Leche League. À Lyon, on a l'association Galacté, euh, qui du coup, euh, bah, en fait, fait du soutien à l'allaitement. Il y a quoi d'autre? Il va y avoir après la possibilité, en fonction des associations, bah, de pouvoir avoir des mamans qui viennent en soutien et tout ça. Donc, je savais que je pourrais trouver du soutien et de l'information facilement, rapidement. Parce qu'après, j'ai les contacts, encore une fois. Enfin, ma mère, elle a été adhérente à la Leche League. Elle n'était pas bénévole ou quoi que ce soit, mais juste adhérente Leche League dans longtemps. Et elle a donné des Mhm. coups de main à ses copines. Donc voilà. Et j'ai pas particulièrement eu de galère. Un petit peu pour mon premier, parce que il avait un peu de mal à prendre au début. Mais un coup de fil à Galacté et la dame, elle a été géniale. Elle m'a dit, bah, vous utilisez cette technique, testez, et si ça fonctionne pas, bah, rappelez-moi et éventuellement on vous tournera vers une IBCLC. C'est Mhm. des pros de santé qui sont formés à l'allaitement. Donc c'est un Ok. gros cursus. Et vraiment à ce niveau-là, entre certaines associations qui sont pas très très ou bon, c'est vraiment de l'entraide entre mamans, mais c'est pas très très professionnel. Et une IBCLC, faut se tourner tout de suite vers une IBCLC. Oui, ça peut être Mhm. 60 ou 90 euros la consultation, mais entre ça et se retrouver à acheter des boîtes de Ouais, lait en ça coûte poudre, une parce que pour fortune. son allaitement, parce que bah, on n'y arrive pas, parce que peut-être le bébé il prend mal, parce qu'il y a peut-être un frein, parce que si, parce que ça. Mhm. Ouais, ça va, c'est vite rentabilisé, n'empêche. 60, entre 60 et 90 euros d'IBCLC, hein, clairement, parce que je rappelle que c'est quand même presque 30 euros une boîte de lait en poudre. Alors, Ouais, c'est ça. Ça coûte très très voilà, cher, hein. Ouais. ouais, c'est affreux. Quand j'ai découvert, Non, pareil, mais je les connaissais pas, et c'est une copine qui m'a traîné dans un rayon de Carrefour en mode allez là, on va aller choisir. Mais tu veux choisir quoi dans ce rayon? Enfin, les trucs pour bébé les vendus à Carrefour, il n'y a rien d'adapté. Si, je crois que c'est pour acheter des chaussettes ou un truc comme ça. Et quand j'ai vu les tarifs, j'ai fait oh mon Dieu, j'ai fait mes seins vaut de l'or, quoi. mais Genre, carrément. ah non, mais c'est ça, hein, clairement.
ça en Val d'Or, les filles. En plus, j'ai vu passer récemment, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais le litre de lait maternel, il vaut je sais plus combien d'euros. J'étais, bah, punaise, pour mon premier, j'aurais pu nourrir tout un étage de maternité avec tout ce que je produisais. Ah, j'aurais dû le faire, hein, j'aurais dû le vendre mon lait là, parce que je me. Oh là là, la traite, je suis pété d'oseille, j'aurais pu la faire sans problème, hein, celle-là. C'est trop ça. Ok. Et t'as allaité combien de temps alors, ton premier et ton deuxième? J'ai allaité mon premier 22 mois parce que j'ai fait une aversion à 5 mois de grossesse pour mon fils. Ouais, je supportais plus qu'il me touche, qu'il m'approche. Et j'avais ce besoin aussi de passer quelques mois un peu tranquille où du coup, je n'aurais rien accroché à mon sein. Parce qu'après, je savais que je repartais pour facilement 2 ans d'allaitement. Et du coup, Ouais. j'avais vraiment pas envie d'enchaîner 2 allaitements comme ça. J'avais besoin d'une pause. Donc, il y a eu un sevrage, mais comme du coup, il avait presque 2 ans, que c'était très anecdotique les tétés, à ce moment-là, bah, en fait, ça a été facile. Vraiment, à ce niveau-là, ça a été facile. Pour mon deuxième, ça a été plus compliqué. Il a tété et ben, jusqu'aux vacances de février de cette année. C'était Ok. quand? C'était le 17, les vacances, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, ça dépend des Donc, zones, ouais. ouais, jusqu'à ces 2 ans. Et en fait, j'en avais marre, j'étais fatiguée parce que bah, c'est vrai que enchaîner 2 ans d'allaitement comme ça fatigue. Surtout que bah, comme je reprenais le boulot sur les vacances, c'est très intense parce que quand je travaille, je pars à 6h30, 7h du mat et je rentre, c'est quasiment 20h. Et je fais Ah ça ouais. entre 14 et 16 jours d'affilée, donc ça tue. Mmh. Ça Donc, ouais, pique. du coup, j'étais en mode non, mais je pense qu'on va pouvoir arrêter. Donc, ça a été difficile. Mais pour lui, surtout, moi, ça a été un soulagement à ce moment-là. Et voilà. Mais après, Ok. par exemple, des femmes qui allaitent jusqu'à 4 ans, ça me perturbe pas. Ma mère, elle a allaité 14 ans. Comme Oh, c'est elle a allaité ses 5 incroyable. enfants, ouais. Elle a allaité ses 5 enfants soit jusqu'à la naissance de celui d'après, soit jusqu'au sevrage vers 4 ans. Ouais. Bah, elle a cumulé 168 mois d'allaitement, ma mère. C'est une carrière Ouais. d'allaitement, quoi. Ah ouais, complet. Et bah ouais, ouais, c'est ça, ça fait 14 ans, hein. Et Waouh. pour l'anecdote, d'ailleurs, c'était Moment Lacté qui avait fait un sondage bah, après la fin d'allaitement de son deuxième, qui du coup Ouais. avait dit, et vous avez allaité combien de temps? Qu'on voit un petit peu les, entre guillemets, les records de lait qu'il puisse y avoir. Et ma mère était la première avec 168. Et il y a une autre dame qui a allaité 164 mois ou 166. Waouh. Donc, Et quasi là, on est sur 14 ans aussi. du haut niveau, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Quand j'ai dit à ma mère, maman, tu es connue sur les réseaux pour avoir allaité 14 ans. Parce que mon commentaire avait eu, je sais pas, je crois qu'il a facilement dépassé les 200 likes, un truc comme ça. Waouh. Et ma mère était en mode, ah, ok, bah c'est cool, hein, tu feras coucou aux gens. Je fais, non, mais je vais pas faire coucou aux gens. Ma mère, elle y connaît que dalle aux réseaux sociaux, elle est perdue, elle comprend pas comment ça fonctionne. Mais du coup, elle était en mode, ah, ok, bah cool, enfin, tant mieux. Je lui dis, bah, Je dis-toi suis que une c'est un truc warrior, quand quoi. même, quoi. Et elle était en mode, bon, écoute, si les gens sont fiers de moi, bah, je suis fière de moi aussi. Enfin, c'était très drôle, n'empêche. Eh ben, écoute, c'est ouais, c'est incroyable. Waouh. Et toi, en termes d'instruction en famille, est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques ou tes enfants sont à l'école? Non, moi je fais pas l'IEF parce que, alors c'est pas que je voulais pas, mais c'est simplement que vis-à-vis de notre quotidien actuel, c'est compliqué. Mon conjoint reprend des études pour être doctorant, pour passer pardon un doctorat. Il est prof. Moi du coup, je suis très investie au niveau associatif, plus la gestion de la maison, plus mes projets perso au niveau professionnel pour évoluer aussi dans ma carrière me prennent beaucoup de temps, ce qui fait que bah, c'était pas possible pour moi de faire l'instruction en famille. En plus, avec leur fameuse loi sur le séparatisme qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus un régime de on envoie une lettre au rectorat et c'est terminé, mais ça, il faut faire une demande d'autorisation et ils refusent tout le monde, hein, clairement, et il faut pas se voiler la face. Leur but, c'est de faire disparaître l'instruction en famille, hein, clairement, ils disent Ah non, et ouais. si, si.
Mais déjà, quand j'étais enfant, c'était compliqué. Aujourd'hui, vraiment, il y a des trucs, c'est affreux. Il y a un inspecteur qui a dit à des amis, quand ils les ont inspectés, oui, non, mais c'est très bien cette loi. Maintenant, au moins, on n'aura plus de petites filles voilées et violées dans les caves. Mais les gars, Oula! soi-disant petites filles voilées et violées dans des caves, elles existent pas aux yeux de l'État, en fait. Mais les gens qui Oh font là ça, ils ne là. déclarent pas ces enfants-là. Enfin, faut arrêter de rêver à un moment donné. Surtout que si on va lire le DGESCO de 2018-2020, c'est affiché clairement qu'il y a eu 5 familles sur les, je sais plus combien, sur les 30 000 qui font l'instruction en famille, qui du coup comment dire, se sont retrouvés avec une injonction de scolarisation et une étiquette de radicalisation. 5 familles sur 30 000. Oh, faut arrêter 2 minutes, quoi. Ah ouais, Donc voilà. d'accord. Ah oui, non, non, mais ça, c'est du grand n'importe quoi. Et du coup, nous, on a choisi de faire via une école alternative. Ok. On a de la chance d'avoir une école démocratique qui est vraiment avec un tarif plus que correct, étant donné que c'est sur le quotient familial et à ce niveau-là, bah, ça fait qu'on en a pour pas particulièrement cher par mois. Et Ok. c'est lycée sur 12 mois, pas sur 10 mois, donc ça permet aussi de payer un petit peu moins cher. Ouais. Et c'est chouette parce que ça correspond à ce qu'on veut, on veut que bah, du coup notre fils puisse être dans un environnement où son rythme est respecté, où du coup c'est adapté, où du coup les adultes sont vraiment bienveillants. Parce que pour avoir travaillé longtemps en animation et dans les périscolaires et dans les écoles, euh, je sais que les profs, la majorité des profs sont de la meilleure bonne volonté du monde, hein, mais en fait, à un moment donné, le jour où on commence à devenir maltraitant, comme moi je dis en formation avec les futurs animateurs que je forme, le jour où vous en avez marre, partez. Enfin, même si vous êtes agent de la fonction publique, vous stoppez. En fait, vous mettez en dispo et vous allez faire autre chose. Parce qu'en fait, les enfants n'ont pas à trinquer parce que vous en pouvez plus de votre travail. Le problème, c'est que la majorité des profs qui sont maltraitants ne font pas ce genre de choses, ne s'arrêtent pas, et du coup, c'est catastrophique. Et moi, je vois dans les écoles de village à côté de chez moi, mais jamais je mettrais mes enfants, c'est hors de question. Quand je vois Ouais. les animateurs, les AESH, les ACEP, les ATSEM, comment elles sont tout le temps en train de brailler sur les gamins, comment elles sont mais pas dans la bienveillance. Je suis en mode, mais c'est mort, je ne mettrai pas mes enfants là-bas. Donc, on a trouvé une école alternative, mais comme on ne sait pas si on va rester en France plus tard, après le doctorat de mon conjoint et l'avancée de mon projet pro, on se garde cette possibilité de potentiellement faire l'instruction en famille parce on sera en voyage ou autre. Ou Ok, même si on change de super. pays, Mais oui, ouais, ouais, forcément. Et toi, en termes d'engagement, du coup, qu'est-ce que tu fais concrètement là aujourd'hui pour aider les femmes, les informer? J'imagine que tu en parles autour de toi à toutes tes copines déjà qui attendent un enfant. bah, déjà, il y a ça. Moi, je suis aussi engagée au niveau du CDAAD, qui est du coup le collectif de défense de l'accouchement accompagné à domicile. Donc, c'est une D'accord. association nationale qui travaille en lien avec des relais, enfin des relais, c'est pas des relais, c'est des collectifs locaux. Donc, il y a des collectifs un petit peu partout en France qui s'appellent Accoucher chez moi. Et du coup, donc moi, je suis au CDAAD et je participe aussi au relais à côté de chez moi, au collectif 69 du coup. Et le CDAAD, en fait, il a pour vocation plusieurs choses. D'un point de vue usager, de donner de l'information et de pouvoir accompagner les usagers dans leurs projets vis-à-vis d'un accouchement à domicile, comme c'est quand même notre spécialité. Après, ça nous arrive d'avoir des demandes vis-à-vis du plateau technique, de la maison de naissance, parce qu'il y a assez peu d'associations de défense des droits des usagers sur ce sujet-là. Donc, on va dire qu'on ramasse un peu tout le monde d'une certaine manière. Par contre, il y a des gens qui ont envie de se lancer pour monter des associations nationales, faites-le, parce que c'est cool les associations locales, mais au niveau des politiques, ça bouge moins que quand c'est des associations nationales, dites nationales en tout cas. Ensuite, bah, il y a tout ce qui est au national, du coup, politique, où en fait on travaille sur certains papiers. Là, on a travaillé sur la FFRSP, qui est
je sais plus ce que veulent dire tous ces F. On a travaillé sur la FFRSP. On a du coup fait ce qu'on appelle un gros dossier sur l'accouchement à domicile qui aujourd'hui est distribué dans les maternités. Donc il y a un papier pour les professionnels. Donc la FFRSP, c'est le réseau périnatal français. Pour vulgariser, parce D'accord. que j'ai plus exactement le sigle. Et Ouais. c'est en fait, c'est un dossier sur la prévention des risques, où du coup, on donne D'accord. toutes les informations vis-à-vis du sujet. Donc, il y en a un pour les professionnels et un pour les usagers. Dans l'absolu, pour vulgariser le truc, c'est celui pour les professionnels, c'est quelle conduite à tenir quand quelqu'un vous dit qu'il veut accoucher à domicile, garder la Ouais. neutralité, D'accord. donner les informations. Si on n'est pas en capacité de pouvoir accueillir la personne et pouvoir s'occuper d'elle, on l'a transférer vers un autre collègue qui, lui, pourra ou elle pourra prendre en charge cette maman. Et pour les usagers, c'est expliquer voilà, les rapports. En fait, c'est décortiquer les rapports de la PAD, sachant que là où ça a été un peu compliqué, c'est que comme il n'y a que la PAD qui fait des chiffres sur le sujet, et en fait, on peut pas Ah oui. comparer avec d'autres choses en France. On peut comparer avec d'autres choses au Ouais. niveau international, mais pas en France. Donc du coup, disons que ça a un petit peu grincé des dents parce que oui, mais on va pas se baser sur une seule association. Ouais, allez-y les gars, lancez du coup des enquêtes, La seule. allez-y, faites aussi vos recherches, allez-y, remplissez vos papiers de votre côté. On va dire qu'il y a eu un petit peu de mauvaise foi de leur part quand même par rapport à ça, mais bon, ma foi. On va dire que tout le monde fait du mieux qu'il peut avec les connaissances qu'il y a, surtout qu'il y a beaucoup de peurs au final qui sont ressorties de ces temps de travail, avec beaucoup de méconnaissances. Déjà, ils étaient un peu tous persuadés que les femmes qui accouchent à domicile sont des femmes qui sont complètement perchées et qui accouchent au fin fond de la forêt avec des petits lapins qui leur lèchent les jambes. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc c'est vrai que c'est les 2 ans qui s'est écoulé sur ce travail-là. Ça a permis quand même de pouvoir éclaircir des points d'ombre pour eux, et ça a permis de quand même amener une atmosphère un petit peu plus apaisée. On va dire que c'est pas parfait non plus, mais ça prend du temps. Nous, on a aussi une mission de veille au niveau des articles de journaux pour répondre quand certains vont raconter des bêtises énormes. Il va y avoir aussi des courriers qui sont rédigés pour les ministres, les députés, les sénateurs vis-à-vis de l'accouchement à domicile. C'était quand? C'était il y a 2 ans. Ouais, il y a 1 an et demi, 2 ans, il y a eu une grosse réunion pour vis-à-vis des sages-femmes, des actes des honoraires qu'elles vont pouvoir demander vis-à-vis de la sécurité sociale. Donc, ça a été une grosse réunion qui a duré plusieurs jours. Et d'office d'entrée, ils Ok. ont dit on ne parlera pas d'accouchement à domicile. Pourquoi en fait, ça fait partie du Ah, travail des sages-femmes, donc c'est vraiment dégueu de faire ça. Donc évidemment que nous, ouais. on a répondu à ça en disant c'est quand même pas très juste parce que oui, ok, il y a peut-être qu'une minorité de personnes qui accouchent à domicile aujourd'hui, mais si on va regarder dans d'autres pays comme le Royaume-Uni, j'englobe parce que détailler l'Écosse, l'Irlande et tout ça, c'est très long. Au Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, tous les pays nordiques, on est quasiment à 30% de femmes qui accouchent à domicile. Donc en fait, les gars, ok, en France, c'est peu fait, mais peut-être pour une raison toute bête qui est, les femmes déjà le savent pas. Et si vous utilisez la technique de on éduque par la peur, ça va pas aider non plus à un moment donné. Eh oui. Donc, à ça, on a aussi travaillé sur un dossier qui s'appelle le guide de l'AAD, qui est du coup, D'accord. il y a 250 pages à destination des professionnels, où en gros, c'est un petit peu des protocoles vis-à-vis de l'accouchement à domicile sur la gestion de comment ça on fait, comment ça on fait, comment ça on fait. Nous, on a surtout participé à la relecture pour les usagers. Pour tout ce qui est professionnel, on s'en est pas occupé Ok. parce qu'on n'est pas médecin, sage-femme et autres. Par contre, Mhm. on a travaillé sur tout ce qui est la lecture vis-à-vis des usagers. Est-ce que certaines choses sont pertinentes à mettre? Est-ce que certaines choses sont trop détaillées ou au contraire pas assez? Et donc, du coup, le document sera normalement disponible d'ici peu parce qu'il a été validé en février. Donc là, il est en cours de relecture et de correction, mise en page. Donc, on verra, mais je croise les doigts pour qu'il soit disponible fin mai, début juin. Sinon, tant pis, il D'accord, arrivera génial. quand il arrivera.
Et c'est 50 pages pour les usagers. Alors à la base, on était censé en avoir 25, on en a laissé plus, mais dans l'absolu, il y en a 25 où c'est quasiment que du protocole simplifié pour expliquer comment leur sage-femme réagira. Donc dans l'absolu, Ouais. celles qui nous intéressent vraiment, c'est les 25 premières. Les 25 dernières, c'est vraiment que du protocole. Donc c'est intéressant, mais pour s'informer, c'est pas forcément le premier truc à lire. Ouais, d'accord, je comprends. Ouais, donc un sacré boulot de fait, quoi. Pour Ouais. informer, faire de la veille, enfin, c'est énorme, quoi. Ouais, sachant qu'aussi, on a toute une partie plutôt relationnelle, sociale, où du coup, en fait, on se déplace sur certains événements, sur certains gros événements en France, pour bah, du coup donner de l'information. Et Ouais, on participe aussi, bah, du coup, bah, comme là par exemple aujourd'hui, moi je participe à ce podcast. On participe aussi à des radios, on participe aussi à des articles de journaux. Pour les familles génial. aussi qui souvent bah, nous contactent, ce qu'on fait, c'est on a organisé, et on remerciera énormément Didier pour avoir lancé ça il y a maintenant 2 ans, les papotes à AD. Donc en fait, c'est des papotes en visio une fois par mois pour parler d'accouchement à domicile. Et il y a les Super. papapotes, copapotes, qui sont du Ouais. coup les papotes pour globalement le coparent. Donc c'est généralement plutôt D'accord. à destination des papas parce que c'est animé par des hommes pour des hommes. Parce qu'il y a beaucoup de papas qui sont dans la peur et qui s'informent pas et qui savent pas forcément comment s'informer. Ce qui fait que bah du coup souvent on dit bah écoutez si vous voulez il y a les papas potes donc bah ils discuteront avec d'autres papas et vous verrez ça va très bien se Génial. passer. Donc Ouais. du coup pour les papapotes, il y en a moins que les papotes. C'est une fois tous les 2 3 mois. Voilà. Après, par Ok. contre, s'il y a de la demande, D'accord. nous, on peut regarder pour en mettre une en plus. Pour en mettre une en plus, c'est pas un souci, mais pour ça, il faut qu'il y ait de la demande aussi. Évidemment. Aujourd'hui, on est du coup sur une papote par mois, une copapote tous les 2 mois. Pourquoi j'ai dit Ouais, copapote? Je ne d'accord. sais pas, mais c'est la papapote, le coparent. Et puis après, bah voilà. On a aussi des projets d'éventuellement remettre en place des petites choses en présentiel. Comme là, par exemple, en juin, il y aura un pique-nique qui est co-organisé avec le collectif Accoucher chez moi 69, donc Ok. à Lyon. Donc Ouais. à Lyon, il y a alors attends, cet épisode sortira en octobre, donc du coup ce sera déjà passé, mais il y en aura sûrement une l'année d'après. Donc en Ouais. 2025, normalement, il y aura un pique-nique qui est organisé, donc c'est gratuit et c'est bah, entre guillemets à destination des familles qui accouchent à domicile ou qui s'intéressent au sujet pour se mettre en lien parce qu'en fait, sur la région lyonnaise, il y a une petite centaine de familles qui accouchent chaque année à domicile. Et bah, en fait, on Mhm. se connaît pas si on n'a pas fait nos prépas ensemble. Eh oui. Et souvent, on se sent un petit peu isolé quand même quand on dit qu'on accouche à domicile. Donc, bah, se rencontrer une fois ou deux par an, c'est toujours sympa. Ça permet de pouvoir un petit peu bah, se motiver et de se dire, ouais, bon, bah, on n'est pas tout seul. Ça permet, par exemple, aussi à des gens qui veulent bah, discuter avec des gens en vrai, bah, de pouvoir le faire. Ouais, Donc, carrément. ça, c'est chouette. Donc ça, c'est vraiment très très chouette. Et puis après, bah écoute, on verra bien les autres choses qui vont être mises en place. Nous, on est toujours ouverts et pour recevoir de nouveaux bénévoles qui donnent un petit coup de main de manière ne serait-ce que ponctuellement. Voilà. On en a qui viennent que pour donner un coup de main sur un sujet à un moment. Et puis Mhm. c'est toujours chouette. Moi, je sais que je suis engagée au CA, donc au comité d'administration. Donc c'est vrai que du coup, j'ai pas mal de missions à ma charge. Et en même temps, bah, c'est pas parce que moi j'en fais autant qu'on en demande autant à tout le monde. Au contraire, on est plutôt en mode prenez soin de vos familles, occupez-vous de vous, et puis vous viendrez donner un coup de main quand vous pourrez, quand vous aurez un petit peu de temps. Et puis si l'envie vous dit, et puis le jour où vous avez plus envie, vous avez plus le temps, et bah passez la main à quelqu'un d'autre. Donc voilà, là-dessus on est très ouvert et n'empêche on est une équipe plutôt sympa, je pense. Donc personne ne s'est plaint de nous, donc Bah ça va. oui. Ça a l'air, en tout cas, bravo pour tout ce boulot là que tu fais, c'est incroyable. Je mettrai évidemment
tous les liens des organismes assos que tu nous as cités en description de l'épisode si les auditrices veulent aller jeter un œil. J'ai une dernière question pour toi, Abby. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une femme, par exemple, qui a un projet d'enfant ou qui est actuellement enceinte, qui hésite à accoucher à la maison parce qu'elle a peur, parce que, je sais pas, elle n'a pas forcément toutes les infos qu'il faut. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire à cette femme-là aujourd'hui? Bah déjà, de venir au contact du CDAAD ou bien alors du collectif Accoucher chez moi de son département, sa région. Parce que, en fait, le plus efficace dans ce genre de questionnement, c'est de rencontrer en fait des gens qui ont accouché à domicile pour échanger avec eux. Et en fait, ça permet de lever plein de questions, plein de doutes. Déjà pour commencer, va y avoir aussi aller rencontrer les sages-femmes AAD. Enfin, elles sont toujours OK en général pour rencontrer les mamans qui ont des questions et les papas qui ont des questions, parce que des fois, il y a des papas qui sont terrifiés à l'idée comment ça, tu voudrais potentiellement accoucher à la maison, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et du Ouais. coup, en plus, elles, c'est vraiment les premières qui sont sur le terrain. Donc, elles sauront pouvoir répondre à la majorité des questions. Surtout que nous, au niveau des associations ou bien alors des collectifs, on parle pas de médical parce que on n'est pas des pros de santé. Donc voilà. Et moi, ce que j'ai envie de dire, mais ça c'est valable pour vraiment toutes les mamans, c'est apprenez à vous faire confiance. Et parce que c'est vraiment le truc qui va vous servir dans toute votre maternité. C'est ayez confiance en vos instincts, ayez confiance en vous. Et apprenez aussi à vous connaître, enfin connaître son corps et connaître ses limites, ses capacités, c'est hyper important parce que c'est ce qui fait qu'après, après on est bien dans ses baskets en fait. On n'en arrive pas à être aussi détendu que moi sur le sujet en quelques jours ou quelques semaines. Moi, ça fait Bien sûr. 26 ans que je traîne dans le milieu, que je trempe dans le bazar, donc c'est vrai que j'ai une vision qui est très différente. Mais si on commence à s'informer quand on a 25, 26, 30 ans, bah ouais, il y a peut-être beaucoup de choses à déconstruire, il y a peut-être beaucoup de choses à remettre en question sur ne serait-ce que la vision de notre propre corps. Et du coup, il faut vraiment pouvoir prendre ce temps-là. Il est hyper important, même si c'est Ouais. de dernière minute en fin de grossesse. Tout le travail là-dessus qui est fait n'est plus à faire. Et ça concerne tous les êtres humains. C'est voyez un psy, genre vraiment trouver un bon psy avec qui vous vous sentez bien, qui du coup est pas jugeant sur les questionnements que vous pouvez vous poser, parce que quand on devient parent, c'est tellement un bouleversement que vraiment, même si on a l'impression d'avoir eu une enfance parfaite, on se rend compte qu'on est blindé de traumas pour plein de raisons différentes. C'est pas forcément des choses graves, hein, mais c'est juste des choses qui mettent un peu des bâtons dans les roues. Donc ouais, voir un psy, ça fait du bien. Et moi, je le dis hein, quand je suis en formation à mes stagiaires, vous êtes des professionnels, vous travaillez dans l'enfance, vous devez voir quelqu'un. Enfin, c'est important parce que c'est des métiers qui sont difficiles. Donc quand on devient parent et qu'on Ouais. les a H24, les petits gremlins, nos petits mogwai là qui sont adorables, mais quand ils font une crise qui se transforme en gremlins, c'est encore autre chose. Donc ouais, non, ça c'est vraiment les trois conseils que j'aurais à donner. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Abby, pour ce témoignage qui a été vraiment hyper riche. Voilà, on voit que tu as une toute autre vision de la maternité, de ce à quoi on peut être habitué, et je trouve que ça fait du bien. C'est finalement un peu un retour aux sources, hein, tout simplement, à la naissance comme elle a toujours été, hein, enfin pendant des années, des siècles. Donc merci pour tout ça et merci pour toute cette transmission, ces infos. Je trouve que c'est très important que les mamans aient voilà, et les connaissances en tout cas pour qu'elles puissent ensuite décider de manière libre et éclairée. C'est vraiment une priorité aujourd'hui. Écoute, je t'en prie, c'était un plaisir d'être avec toi cet après-midi. Donc voilà. Et ben écoute, merci pour toi, Abby, et puis je te dis à très vite. Merci, à bientôt. À bientôt. Et c'est ainsi que se termine cet épisode ultra intéressant autour de l'accouchement à domicile. Si vous souhaitez retrouver tous les liens des ressources évoquées pendant notre échange, je vous laisse checker la description, il y a tout. Merci encore une fois à Abby pour son partage hyper inspirant. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de maternité. À très vite!